Pendant des millénaires, les pygmées ne sont jamais sortis de la grande forêt équatoriale d'Afrique centrale. Nomades, ils étaient l'un des derniers peuples de la planète à vivre de chasse et de cueillette. Au début du XXe siècle, la construction des pistes, le développement économique, les poussent à intensifier leurs échanges avec les autres populations. Ils vivent toujours en forêt, mais pour la première fois de leur histoire, ils sont en contact avec un monde et des manières de faire radicalement différentes. C'est en fait un long processus de sédentarisation qui commence. Au Cameroun, on estime à 50 000 le nombre de pygmées dans un pays qui compte 15 millions d'habitants. Au début des années 80, l'État veut contrôler sa population. Il incite les pygmées à sortir de la forêt. Il leur promet l'accès aux dispensaires et l'école pour leurs enfants. Malgré quelques réticences en début de campagne, beaucoup d'entre eux se regroupent autour des villages existants, les villages des Bantous. Si même lorsqu'ils étaient en forêt, ils ont toujours eu des relations avec ces Bantous, en troquant le gibier contre des produits agricoles, depuis qu'ils vivent ensemble, leurs relations se sont tendues à cause de l'accès à la terre. Car les pygmées ont dû se mettre à l'agriculture. Ils exploitent les terres autour des villages. Comme Joachim et sa famille, qui travaillent une plantation de cacaotiers. Ça, c'est le côté des gens du village. Alors ici, c'est notre côté. Pour le moment, on a des bonnes relations, mais pas tout à fait. L'homme de la route se dit que l'homme pygmée est le plus bas et le plus petit. Donc il a toujours tendance de le minimiser, de le mépriser. Les Bantous considèrent les pygmées comme leurs petits frères et estiment même qu'ils sont propriétaires de ce peuple des forêts. Partout où nous sommes passés, les villageois décident et parlent à leur place. Les pygmées de nature peu vindicative ont du mal à se détacher de cette tutelle. Ils veulent nous prendre comme leurs esclaves parce que auparavant, on vivait de la chasse et de la cueillette. Bon, à base de ça, nos parents portaient la viande aux villageois et le villageois donne la nourriture aux pygmées. C'est à base de ça qu'ils disent souvent que voilà nos pygmées. C'est-à-dire le gouvernement a voulu qu'on sorte de la brousse pour que nous soyons aussi les citoyens de part entière. Normalement, nous devions être contents parce que nous devions vivre comme les autres. Découvrir aussi ce que les autres ont eu à découvrir avant. Puisque normalement, même ces Bantous là aujourd'hui, c'est les Blancs qui les ont eu à apprendre la vie. Donc aujourd'hui aussi, nous avons besoin que ces Bantous et ces Blancs là aussi, peuvent nous développer. Donc nous sommes vraiment maintenant contents d'y habiter au bord de la route. Petit à petit, ils se sont donc mis à travailler des terres à proximité des villages Bantous où ils s'étaient installés. Au Cameroun, deux grands groupes pygmées se sont retrouvés au bord des routes. Les Baka à l'est du pays et les Bageli au sud-ouest. C'est justement dans cette région, en bordure de l'océan Atlantique, que les tensions entre communautés sont les plus fortes. Le gouvernement, qui cherche à développer le tourisme, veut faire de cette côte une vitrine. Les plages sont magnifiques et des hôtels de classe internationale commencent à voir le jour. Le prix des terrains a flambé et les Bantous essayent par tous les moyens de récupérer les terres cultivées sans titre de propriété par les pygmées. Dans certains villages, ils les ont même chassés à coups de fusil. Jeanne Noy, une pygmée Bageli, a créé une association pour soutenir les campements menacés. Elle est même allée jusqu'à Londres pour alerter l'opinion publique et les organisations non gouvernementales. Elle demande aujourd'hui que l'on attribue des terres à son peuple. Dans ces villages, nous avons le problème de terrain. Tous les Bageli souffrent de ces problèmes de terrain. Donc, dans ces cas, il nous faut avoir un titre foncier. Oui, parce qu'à ce niveau, le père risque d'être chassé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de terrain ici. Mais depuis fort longtemps, il habite l'endroit. Parce qu'ils ont leur cimetière, les tombeaux de leurs parents sont là. Donc ils ne doivent pas quitter jamais sur ce terrain. Mais jusque-là, les Bantous viennent le déranger.
Donc les Bantous ne veulent pas à ce que les Baguel viennent s'installer au bord de la route, ensemble avec eux. Ils aimeraient à ce que l'on reste toujours dans la forêt. Sans terre à cultiver, les Bagueli retournent donc vers ce qu'ils connaissent le mieux, la forêt. Pour y chasser, mais aussi pour exploiter l'extrême diversité de ces plantes médicinales. Car les guérisseurs pygmées sont encore très nombreux, et le savoir des plantes est pour eux une source de revenus important. Pour beaucoup de Camerounais, le pygmée reste le passeur incontournable entre le monde magique de la forêt, encore très présent dans les imaginaires africains, et la civilisation. L'arbre aussi, ça soigne quand quelqu'un est anémie. Tu prends ça, tu fais bouillir et tu prends un seul verre. Là, tu es bien. Ils soignent tout le monde. Ils soignent les pygmées, ils soignent les gens du village, ils soignent même les blancs. Moi-même, j'en ai tant vu les blancs venir ici, ils se soignent à l'indigène. Si beaucoup de villageois viennent effectivement se faire soigner, ils le font toujours en se cachant. Seule cette femme bantou, tutrice du campement, acceptera de se faire filmer. J'ai été malade et il m'a soignée. Dieu a donné le courage et sa force et ses écorces m'ont fait d'être guérie. Me voici alors. Aïe, Adima, aïe, oh, oh. Adima. Marie-Vonne Broitin fait partie d'une ONG hollandaise qui travaille avec les Baka depuis 20 ans. Pour elle, si les pygmées ne sont pas aidés, ils seront complètement marginalisés dans les années à venir. Elle est donc là pour les aider à s'organiser, à donner par exemple des statuts solides à l'association qu'ils viennent de créer et qui leur permettra de mettre en place des micro-projets économiques. La seule chose qu'elle s'interdit toujours, c'est de prendre des décisions à leur place. Bien, on est rendu maintenant à définir les règles de fonctionnement du comité de gestion de ASBAC, hein, qui est donc votre association à vous, les Baka de l'Est. Et vous dites aussi, entre nous, la première chose à faire, qu'on doit faire, c'est se rencontrer. Il fallait maintenant alors voir sur comment on va donc comment on sera ensemble. À partir du moment où on ne puise plus dans la forêt sa base de subsistance ou d'existence, à partir du moment où on a introduit les cultures de rente, l'économie de marché avec l'argent, on n'était plus dans la logique du troc, mais dans une logique un peu plus de profit. Autant de choses qui ont très longtemps échappé aux Baka. On leur propose ou on leur impose directement ou indirectement un tas de choses qui sont en contradiction avec leur culture ou qui détruisent même une part de leur culture. Ils ont encore des modes de vie, des valeurs qui ne sont pas celles des Bantous. On a tellement envie, parce qu'on est trop méprisé, trop négligé, donc il faut qu'on essaie un peu de donner, de mettre une pression pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on ait une place dans le rang social comme tout le reste des Camerounais. Au Cameroun, l'État est propriétaire de la majorité des terres. Les communes n'ont droit qu'à une bande de quelques kilomètres autour des pistes. Un espace utile réservé aux villages bantous. Comment ça va? Ça va bien. Allez, bienvenue chez nous. Les pygmées, eux, n'ont droit à rien. Quand Jeanne Noy se rend au ministère des Affaires sociales, la réponse qui lui est faite par Dieudonné Ngué, délégué départemental, est toujours la même. Pour avoir un titre foncier, il faut d'abord que l'État vous reconnaisse. Il y a d'abord le problème de citoyenneté. La plupart n'ont pas d'acte de naissance et donc le cadre national d'identité. Et lorsque vous savez que l'acte de naissance, c'est ça qui donne le droit à la citoyenneté. Quelqu'un qui n'a donc pas d'acte de naissance, comment est-ce qu'on reconnaîtrait par exemple qu'il est par exemple camerounais, qu'il est français? C'est vrai que nous n'avons pas encore une politique de prise en charge de ces populations, mais je pense que la volonté, elle est encore, comment dirais-je, elle est latente.
Et c'est vrai que les aides viennent presque toujours soit des organisations non gouvernementales camerounaises ou étrangères, soit des programmes de recherche occidentaux. Ça, c'est la pharmacie. On va voir l'enfant malade. Sur notre route, nous avons croisé Alain Froment, médecin et anthropologue à l'Institut de recherche et de développement. Sa façon de travailler avec les pygmées est toujours la même. Soigner d'abord, puis faire un état des lieux des difficultés sanitaires spécifiques à ce peuple. Pas de gros foie. Est-ce qu'il a une anémie? Non plus. Il mange bien? Ça va. Il n'a pas la diarrhée? On a fait déjà des examens de sel. Ici, on a trouvé 95% à peu près d'enfants parasités. C'est vraiment beaucoup. Les pygmées sont connus comme guérisseurs. Donc on pourrait se dire qu'ils s'appliquent à eux-mêmes leur thérapeutique pour les maladies surnaturelles, je dirais. Ce que chez nous on appellerait tout ce qui est parapsychiatrique, les possessions, les envoûtements. C'est un symbole fort d'aller chez les pygmées. Les citadins sont prêts même à passer du temps, 3 semaines chez les pygmées. Donc c'est à la fois une activité traditionnelle et un créneau économique pour le futur. Par contre, on voit que c'est une population qui est extrêmement parasitée, dont l'espérance de vie est certainement la plus réduite de toute la population ici du Cameroun. Ils sont malades parce que le milieu équatorial, la forêt humide, est propice à énormément de maladies. Donc c'est là qu'on est un peu complémentaires. Ah, tu veux... Je veux, oui. Ah, tu veux pour toi et pour les gens de Bandévoury? Bon, pour toi, 3-3. Hein. Vous avez toujours votre infirmier à Bandévoury? Oui, ça va. Tu lui diras bonjour pour moi. Oh, il vous demande de temps en temps. Quand vous êtes dans un village, il y a des ordures qui s'accumulent, donc des gens sédentaires baignent un peu dans leurs ordures. Alors qu'une société nomade ne pollue pas son environnement, elle se déplace. Donc du temps du nomadisme, il y avait certainement moins de maladies parasitaires. Donc les pygmées, quand ils sont arrivés au bord des routes, ont certainement été exposés à ces vagues épidémiques. De la côte atlantique, nous sommes partis pour l'est du pays, là où la forêt équatoriale est la plus dense. C'est ici que vivent les pygmées Baka. Depuis des années, on vide ce territoire de ses essences les plus précieuses, ébène, teck, moabi, des arbres le plus souvent centenaires. Ici, pas de coupe franche, on ne prend que ce qui a de la valeur. Les dégâts n'en sont pas moins importants. Une seule grume peut valoir plus de 30 000 €. Pour accéder à ces trésors, les exploitants forestiers n'hésitent pas à ouvrir des pistes un peu partout. Des pistes qu'il faut réparer sans cesse, qui ne servent d'ailleurs qu'aux greniers, des camions de plus de 50 tonnes. Vous allez payer. C'est pas grave. Pour la population, ces camions sont un vrai fléau. Chaque année, on compte des dizaines de morts le long des routes. Mais ces pistes qui quadrillent la forêt ont un autre inconvénient. Elles sont la porte ouverte à tous les braconniers. Les coupes de bois ne sont jamais très éloignées de la grande réserve naturelle du Dja, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Beaucoup d'espèces protégées sont aujourd'hui en danger, comme le gorille ou le pangolin géant, une sorte de tapir. Nous vivons de la chasse. Parce que c'est grâce aux produits de notre chasse que nous vivons. Parce qu'on n'a plus d'autres forces en dehors de la chasse, de la cueillette et l'agriculture qu'on est en train de faire maintenant. C'est pas facile parce que déjà même quand on regarde le nombre de personnes qui sont autour de la même petite forêt que nous chassons et puis on regarde le nombre de pièges qu'on peut mettre pour avoir un seul gibier, on sent bien que maintenant la viande est en train de disparaître, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas d'autres moyens de subsister si on ne fait pas la chasse ou la cueillette. Je pense dans le sens du gaspillage, le sens commercial. Parce que dans le sens propre, la chasse proprement dit, celle que nous pratiquons, c'est uniquement pour manger. Si déjà il y a un petit surplus, le plus souvent même, on fait nos partages. Je donne à mes frères, on mange un peu. Quand ça c'est un peu beaucoup, bon, comme disons 2 ou 3, je prends un, je vends pour prendre du pétrole ou du savon.
cette situation risque bien de s'aggraver avec le temps. Nous avons rencontré Berthe Aléocole. Elle est maire d'un gros bourg à l'extrême est du pays. Quand nous lui avons parlé du devenir des forêts, la réponse a été très évasive. La notion de développement durable semble rester ici très abstraite. Les arbres qu'on coupe, c'est au vu d'un accord avec l'État. C'est l'État qui octroie des UFA, des parcelles de coupe qui permettent aux exploitants de faire leurs travaux. La politique de reboisement, c'est prévu, mais elle n'est pas encore effective. C'est prévu par la législation, mais elle n'est pas encore effective. Toutes ces coupes de bois qui représentent chaque année des millions d'euros ne profitent que très peu aux pygmées. Les villages n'ont pas d'électricité et le niveau de vie est l'un des plus faibles du monde. Résultat, les paysans coupent le bois sans respecter la régénération naturelle de la forêt. Dès que certaines plantes s'éliminent, les gros arbres s'éliminent, les jeunes régénèrent. Ces jeunes sont protégés. C'est pour cela que nous encourageons nos populations à ne plus les couper pour construire leurs cases et construire à partir des briques de terre. C'est pour permettre cette régénération d'arbres. Pourtant, ce ne sont pas les pygmées qu'il faut mettre en cause. Ils respectent ce milieu qui les fait vivre. Il faudrait plutôt parler de ceux qui profitent de cette filière bois, les groupes étrangers et les élites camerounaises. Les seuls dédommagements accordés par l'État pour les préjudices causés, c'est le droit pour chaque commune d'exploiter des zones de coupe de 500 hectares. Des compensations encore bien maigres au regard des surfaces accordées aux sociétés privées. L'autre cause de recul de la forêt est bien sûr la place de plus en plus grande que prend l'agriculture. Il faut défricher sans cesse pour que les populations toujours plus nombreuses arrivent à une autosuffisance alimentaire. Dans cette province de l'Est, le village des Bosquets est une exception. En général, les pygmées vivent en unité familiale, jamais plus d'une trentaine de membres par village. Ici, ils sont plus de 1000. Et comme souvent en Afrique noire, c'est une communauté religieuse qui est le centre névralgique de ce regroupement. L'intégration des pygmées passant par l'éducation, les bonnes sœurs ont donc construit une école. Mais au Cameroun, le taux de scolarisation des enfants pygmées reste très en deçà de la moyenne nationale. Ils sont encore bien rares, ceux qui finissent le cycle primaire. Durant la saison sèche, les Bakas partent encore plusieurs mois pour les grandes chasses à l'éléphant ou au gorille. Toute la famille migre et l'absentéisme des enfants pose un vrai problème aux instituteurs. Que font les élèves en classe? En classe, les élèves écoutent le maître. Voilà. Montrez les yeux. Voici les yeux. Montrez la bouche. Voici la bouche. Montrez le nez. Voici le nez. 1, 2, 3 à vous. 1, 2, 3 à vous. Sœur Myrtille est haïtienne. Elle dirige cette école depuis 3 ans et elle utilise tous les moyens possibles pour motiver ses troupes. On a demandé aux parents de payer, c'est en vue de les responsabiliser. Ça veut dire qu'ils prennent conscience de leurs devoirs en tant que parents et qu'ils arrivent à prendre conscience aussi de l'éducation de leurs enfants. Ils ont beaucoup de problèmes avec l'argent, c'est qu'ils boivent d'abord beaucoup d'alcool. Et ce sont des gens qui vivent aussi au jour le jour, qui ne peuvent pas garder de l'argent pour le lendemain. Une fois qu'ils ont de l'argent aujourd'hui, ils les utilisent et le lendemain, ils feront autrement. À mon avis, si on veut vraiment envoyer ces enfants-là à la rencontre des autres, je ne vois pas l'importance de faire un tour de chasse avec les parents, avec eux. Et surtout aussi, quand je vois tout ce qu'il y a comme déforestation ici au Cameroun, peut-être dans 10 ans ou même moins même, ils n'auront plus de chasse. Donc pour moi, ce n'est pas important la chasse. Léandre, ici, là. Vraiment.
Les femmes Baka, ils partent travailler chez les Bantous. Il y a des moments à 6 h du matin, ils reviennent vers les 17 h du soir avec un panier de manioc sur le dos comme récompense. Le problème, peut-être, elles ne sont pas encore assez conscientes de leurs besoins personnels. C'est ça. Ils pensent que leur vie, c'est chez les Bantous. Pour Alain Froment, le dispensaire des Bosquets est une excellente base de travail. Les pygmées sont suffisamment nombreux pour que les études qu'ils réalisent sur la transmission des maladies infectieuses soient crédibles. Cette région est considérée par les spécialistes comme l'une des plus dangereuses du monde. La maladie du sommeil transmise par la mouche tsetse, éradiquée depuis 50 ans, a refait son apparition. Des cas d'Ebola ont été signalés et l'année dernière, 2 cas de sida ont été découverts. Malgré ces conditions de vie extrêmement difficiles, Alain Froment reste confiant. Bon, donc là, même chose, hein, une petite signature pour dire qu'il est d'accord. D'accord. On lit parfois que les pygmées sont des gens en voie d'extinction, etc. Je pense qu'on confond l'aspect biologique et l'aspect culturel. Il est possible que la culture Baka traditionnelle ne disparaisse pas, mais se transforme comme toute culture. Par contre, le peuple Baka, dans ses gènes, dans ce qui nous intéresse, nous, dans sa génétique, il est là. Et effectivement, compte tenu de la taille des familles qu'on observe ici, on a le sentiment que la population augmente. Une famille Baka a toujours le droit, évidemment, d'aller s'enfoncer en forêt, où il y a une abondance de gibier, et de vivre comme les grands-parents. Mais je pense que même on le désire d'aller sur les routes, d'aller dans les écoles, de se faire effectivement soigner dans des meilleures conditions, et pourquoi pas d'envoyer leurs enfants à l'université. Les pygmées touchent rarement des royalties pour leur musique, et pourtant, leur chant polyphonique inspire les artistes occidentaux. Aujourd'hui, cette musique et ces danses traditionnelles commencent à être reconnues dans le monde entier. Ici, des jeunes filles se servent de l'eau de la rivière comme d'un instrument. De ces chants traditionnels naît l'espoir d'une réconciliation. Dans l'est du pays, des enfants pygmées invités par une association française sont partis faire une grande tournée européenne. À leur retour, les parents, plutôt que de se partager les recettes des spectacles, ont décidé de construire un dispensaire, aussi bien pour eux que pour leurs voisins bantous. Tout près de Kribi, sur l'océan, les bantous promènent les touristes sur le fleuve et leur font découvrir la culture pygmée. Chacun y trouve son compte et les relations s'améliorent. Suzanne Furniss est ethnomusicologue au CNRS. Elle craint que ces évolutions ne dénaturent les rythmes ancestraux de leur musique. Ce risque existe certainement, parce que les musiques étant fonctionnelles, donc faites pour telle ou telle activité de chasse, de collecte, etc., la perte de cette activité enlève la raison de faire le rituel. Donc soit la musique, elle est oubliée également, soit elle devient musique de divertissement et est moins soumise à des règles. Donc on peut modifier le rythme, on peut changer les chansons, on peut le faire au village, dans d'autres contextes de représentation par exemple. Je ne suis pas inquiète, parce que puisque les pygmées ont compris que la musique est quelque chose qui intéresse le monde et que leur musique a une place dans les musiques du monde, ils ont intérêt à la garder et quelque part à la monnayer. C'est une porte-entrée pour eux dans la modernité. L'amélioration des conditions de vie promises n'est pas au rendez-vous et la sédentarisation des pygmées est loin d'être effective.
À ce jour, ils n'ont toujours pas de représentants au Parlement. La grande crise économique qu'a connue le Cameroun en 1984 a été un frein à l'intégration de toutes les minorités camerounaises. Les Pygmées ne sont pas les seuls. Il y a 200 ethnies différentes dans le pays. L'urgence pour l'État serait de prendre des mesures spéciales pour qu'ils deviennent des Camerounais comme les autres, qu'ils aient des papiers d'identité pour pouvoir voter, accéder aux différents services de l'État. Les Pygmées ont mis un pied dans le monde moderne. Ils n'ont aujourd'hui ni l'envie, ni même la possibilité de revenir en arrière.